Je vais parler au nom du PRCF. Alors, chers amis, chers camarades, la sombre nuit d'une possible troisième guerre exterminatrice généralisée obscurcit de plus en plus l'horizon, des confins de la Russie d'Europe à ceux de la Corée en passant par l'Indo-Pacifique. Cela s'opère sur fond de fascisation galopante, non seulement celle des États-Unis et de l'État raciste israélien, mais celle de l'Europe, où sous les applaudissements de l'UE asservie à l'OTAN, les nostalgiques de Hitler, de Mussolini, de Pétain, du génocidaire Bandera et les pouvoirs persécuteurs des partis communistes ukrainiens et polonais sont armés jusqu'aux dents par Biden, Macron et autres Ursula von der Leyen. Plus que jamais, vérifiant la remarque de Lénine, pour qui le trust organisé en vue de l'extermination est le dernier mot du grand capital moderne, le système capitaliste impérialiste, piloté par le bloc agressif de l'UE-OTAN, mène le monde vers une toujours moins improbable guerre mondiale à dimension exterministe. L'obsession de l'empire transatlantique En Marche est en effet de maintenir coûte que coûte sa domination planétaire, de briser la montée inexorable des forces contre-hégémoniques et in fine de préserver, quoi qu'il en coûte, la domination planétaire des monopoles à base occidentale. Dès lors, que devons-nous faire d'urgence, nous militants de la renaissance communiste, de la souveraineté des peuples, de la paix mondiale et du socialisme-communisme de nouvelle génération? Nous devons hardiment rappeler qui, malgré les forgeries des médias, est fondamentalement de l'agresseur dans le conflit dit russo-ukrainien. Même s'il n'est pas question de nier la nature contre-révolutionnaire du régime russe, il faut courageusement pointer la responsabilité écrasante de Washington et de ses satellites de l'UE-OTAN. Rappelons d'abord l'énorme pression guerrière et fuséo-nucléaire exercée à l'encontre de l'URSS au cours des années 70-90, puis la liquidation contre-révolutionnaire de la RDA et de l'Union soviétique étant survenue en 89-91 avec la complicité de Gorbatchev, d'Eltsine et des hauts dirigeants d'alors du KGB, l'annexion à l'UE-OTAN de l'ensemble des ex-pays socialistes de l'Est, y compris des 3 ex-républiques soviétiques, ainsi que l'implantation durable de l'US Army et ou de la Turquie d'Erdogan dans plusieurs ex-républiques soviétiques d'Asie centrale et du Caucase. Rappelons aussi la manière dont partout dans le monde, du Proche-Orient à l'Amérique latine, les forces euro-atlantistes mettent la Chine populaire et la Russie post-communiste devant le choix, soit d'être recolonisés et territorialement dépecés, soit de se désencercler militairement s'il en est temps. De ce point de vue, le PRCF n'a pas commis la faute politique et éthique consistant à renvoyer dos à dos, de manière dogmatique et faussement radicale, les forces contre-hégémoniques, si inconséquentes que soient certaines d'entre elles, et l'empire euro-atlantique, en passe de créer les conditions de l'embrasement nucléaire en Europe, à Taïwan, voire en Corée, sans parler des tentatives de putsch qui reprennent en Amérique latine. Et cela d'autant plus quand bien même nous renverrions dos à dos la Russie et le régime pro-nazi de Kiev associé à l'OTAN, en nous contentant d'un fade ni Poutine ni OTAN, cela ne nous exempterait nullement du devoir de combattre prioritairement notre propre camp impérialiste, conformément au mot d'ordre bien connu du communiste allemand Liebknecht, selon lequel l'ennemi principal est dans ton pays. Ceux qui en effet, comme les écolos impérialistes français et allemands, et comme ces curieux insoumis qui ne méritent ce nom que par temps de paix, ou comme les traîtres au jaurécisme du soi-disant Parti Socialiste, ou encore comme les députés pseudo-communistes Roussel et Chassaigne, qui viennent de voter de nouveaux envois d'armes françaises en Ukraine, ne cessent d'appeler à armer le régime de Zelensky, allié aux bataillons nazis Azov et Haïdar, ces persécuteurs des populations ouvrières et russophones du Donbass. Ces loups déguisés en agneaux, de même que ceux qui habillent leur ralliement à l'UE-OTAN du mot d'ordre de plus en plus surréaliste des États-Unis socialistes d'Europe, ne sont que les nouveaux prophètes social-exterministes, socialistes en parole, exterministes en fait, de la prétendue mission civilisatrice de l'Occident et de ses soi-disant valeurs néocoloniales et de plus en plus libérales fascisantes. Ajoutons que le fait de constater, fait à l'appui, que le méga-prédateur euro-atlantique est le principal fauteur de la Troisième Guerre mondiale en marche, ne nous empêche nullement de dénoncer, comme n'y manque pas le PRCF, la nature contre-révolutionnaire du régime russe et de défendre, y compris contre Poutine qui le nie, le droit à l'existence nationale plénière de l'Ukraine en tant qu'ancienne et surtout que future république populaire disposant souverainement d'elle-même
dans le cadre d'une libre union à venir des républiques socialistes soviétiques. De même que dénoncer l'UE-OTAN comme l'ennemi principal de la paix n'implique en rien d'éluder l'indispensable défense bolchevique de Lénine et de la libre union des républiques soviétiques qu'il prônait contre l'anti-bolchevique obsessionnel qu'est Poutine. De même, stigmatiser la nature contre-révolutionnaire de la Russie actuelle, voire les traits proto-impérialistes que porte en germe tout État capitaliste un peu développé, n'implique pas de confondre la nation agressée, en l'occurrence la Russie fédérale et le Donbass ouvrier, avec le bloc hégémoniste agresseur. Par exemple, la France et la Grande-Bretagne en 1935 étaient clairement impérialistes et cela n'empêchait pas Dimitrov, secrétaire général du Comintern, de refuser le Nini et le renvoi dos à dos des démocraties bourgeoises occidentales et de l'Allemagne nazie revancharde. Au contraire, Dimitrov appelait au front antifasciste mondial et dénonçait à raison le Troisième Reich comme le principal fauteur de guerre impérialiste mondial devant le 7e congrès de l'Internationale communiste. Non seulement les deux tâches, défendre l'héritage léniniste contre Poutine qui le calomnie et appeler courageusement à la défaite politico-militaire du bloc hégémoniste agresseur, ne sont pas incompatibles, mais elles sont interdépendantes. Historiquement, c'est en combinant la défense prolétarienne de l'État socialiste et l'engagement patriotique pour la mère patrie soviétique agressée que l'armée rouge a fini par écraser la Wehrmacht, alors qu'à l'inverse, la prétention de Poutine de désoviétiser et de décommuniser l'Ukraine est manifestement contre-productive sur les plans militaires et politiques. Elle aide involontairement Zelensky à s'assurer du soutien des Ukrainiens non nazis, mais partisans honnêtes de la souveraineté de l'Ukraine. En outre, il est capital de comprendre que malgré les criailleries des milieux alter-européistes qui prétendent découpler l'UE de l'OTAN et combattre la seconde, tout en ménageant la première, l'UE et l'OTAN ne forment qu'un, dans le cadre de l'instauration en cours d'un État fédéral européen piloté par Berlin et supervisé par Washington. Il n'y aura donc pas d'issue durable pour les peuples désirant sauver la paix si l'on ajourne sans cesse, sous couvert de radicalisme postural, l'objectif révolutionnaire de sortir au plus tôt par la porte à gauche de l'UE, ce pilier européen de l'alliance transatlantique centrée sur Washington et préparant la revanche de l'impérialisme allemand sur le pays de Stalingrad. Cependant, si importante que soit du point de vue de la bataille des idées, l'analyse des causes de la guerre en Ukraine n'est pas le seul aspect de la bataille actuelle, alors que le conflit dit russo-ukrainien peut dégénérer à tout instant en échange de tirs nucléaires pouvant provoquer l'anéantissement de l'Europe, de la France et de l'humanité. Il est ici capital de saisir que l'exterminisme est devenu le stade suprême du capitalisme impérialisme moderne, que la prétendue dissuasion nucléaire impérialiste porte en elle, par nature, la course aux armes d'extermination massive. Car le capitalisme moderne, cette réaction sur toute la ligne dont parlait déjà Lénine en 1916, est devenu structurellement incompatible avec la survie de l'humanité à long, à moyen, voire à court terme, et cela sur l'ensemble des terrains économiques, militaires, environnementaux, culturels et civilisationnels. Déjà en 1985, Yuri Andropov appelait à construire mondialement un large front de la raison pour faire face à l'alliance des impérialismes états-uniens, japonais et euro-germains, dont le slogan de l'époque, l'abominable « plutôt mort que rouge », disait tout de la nature scandaleusement exterministe. Il faut donc tenir compte sans frilosité de l'existence de ce que Lénine appelait déjà, non sans user de guillemets ironiques, le camp pacifiste de la bourgeoisie. Si timidement que ce soit, ce camp existe, et l'on voit aujourd'hui monter en puissance à travers les positionnements de Ségolène Royal, de l'ex-sarkozyste Henri Guénaud, du très réactionnaire Luc Ferry, sans oublier de manière plus fluctuante le pape François ou le social-démocrate allemand La Fontaine. Ces personnalités sont rien moins que révolutionnaires et anti-impérialistes, mais elles se prononcent toutes pour la désescalade, la négociation et l'envoi sans fin d'armes et l'arrêt de l'envoi sans fin d'armes au régime de Kiev. Comment s'étonner en effet, face au fanatisme russophobe et sinophobe sans limite des faucons états-uniens, il existe aussi, fût-ce encore minoritairement, des bourgeois eurocentrés qui ne soient pas prêts à risquer un Hiroshima continental, ni à périr eux-mêmes pour préserver à tout prix la suprématie mondiale de Washington. Pour autant, ce constat ne justifie aucune dépolitisation des questions de la guerre et de la paix. Car si l'exterminisme est bel et bien la pointe avancée de l'impérialisme,
Isoler et battre le camp de l'escalade objectivement exterministe, c'est affaiblir le capitalisme-impérialisme global et ce faisant préparer le chemin d'une contre-offensive conséquemment anti-impérialiste et prolétarienne. Ensuite, parce qu'il est vrai que le capitalisme-impérialisme allié aux néo-nazis ukrainiens trace le chemin de l'anéantissement pour l'humanité, il s'ensuit qu'à l'inverse, le socialisme-communisme de nouvelle génération dessine le chemin de la vie, c'est-à-dire celui du rassemblement de l'humanité dans sa masse. En effet, les humains et plus encore la jeunesse désormais majoritaire sur Terre, notamment dans les pays du Sud et de l'Est, ne veulent pas mourir en masse, mais vivre mieux, protéger leur environnement et changer leur vie dans le sens de la justice sociale. Les humains de bonne volonté ne pourront y parvenir qu'en se tournant vers la force la plus conséquente qui soit dans la lutte anti-impérialiste, anti-capitaliste et anti-exterministe, à savoir la classe des travailleurs exploités. C'est ce que résume le mot d'ordre cher à Fidel Castro, le socialisme ou la mort, nous vaincrons. Cela ne signifie pas seulement qu'il faut savoir parfois risquer sa vie pour faire la révolution, mais que la défense de la paix et de la vie passe par la révolution socialiste, par la centralité du prolétariat national et international dans cette lutte, par le rôle d'avant-garde des forces communistes, léninistes et syndicalistes de classe dans la bataille anti-impérialiste, anti-hégémoniste et anti-exterministe. C'est pourquoi il ne faut jamais perdre de vue la dimension prolétarienne centrale de la lutte pour la paix. Si tu veux la paix, prépare la révolution, disait déjà la motion finale de Stuttgart, co-signée par Lénine, Jean Jaurès et Rosa Luxembourg au congrès de 1908 de la Deuxième Internationale. Et aujourd'hui, que voyons-nous face à la marche de la guerre mondiale qui se dessine à l'initiative de l'oncle Sam et de ses vassaux? Déjà se dressent planétairement de larges forces anti-hégémoniques, notamment les BRICS, dont la défaite par Russie ou Chine interposée rapprocherait encore le danger d'Holocauste, comme l'a déjà montré la défaite de l'URSS en 1991, dont le pseudo-pacifisme capitulaire d'un Gorbatchev a décuplé les appétits visant la Russie. Plus fondamentalement encore, surgissent et rebondissent comme jamais les forces objectivement anti-guerre du prolétariat international. En effet, face à la crise capitaliste mondiale, qu'accentue en faisant boomerang contre ses auteurs occidentaux les politiques de sanctions anti-russes et anti-chinoises, rebondissent à une échelle inconnue depuis 1970 les affrontements de classes majeures en de nombreux pays. En Inde, des millions de paysans travailleurs et d'ouvriers ont bloqué Delhi à l'appel des partis communistes indiens demeurés marxistes-léninistes. Aux États-Unis, le mot socialisme n'est plus tabou chez les jeunes et de puissantes grèves ont paralysé Amazon, John Deere et les chemins de fer fédéraux. À Prague, de larges manifestations se répètent autour des slogans « Abat la dictature européenne, sortons de l'OTAN, abat les sanctions anti-russes, bloquez les prix du gaz ». La jeunesse allemande, trahie par les Verts, se réveille et exige la paix. En Grande-Bretagne, à l'appel des syndicats du transport, impulsés par des marxistes-léninistes, le gouvernement anti-ouvrier des Tories tremble sur ses bases. En France, à l'appel des syndicalistes rouges des raffineries et d'EDF, l'économie capitaliste a récemment frôlé la paralysie. Quelle force colossale contre la guerre, contre la fascisation de l'Europe, contre l'Europe euro-atlantiste en gestation, si à l'initiative des communistes léninistes, dont le PRCF et l'ANC, mais aussi des syndicalistes rouges de tout le pays, le juste slogan « L'argent pour les salaires et les retraites, pas pour les actionnaires ni pour les fauteurs de guerre » devenait l'axe central des mobilisations de cet hiver. C'est en ce sens, camarades, que les batailles de la paix mondiale, de l'indépendance nationale, du progrès social et celle de la renaissance d'un parti communiste d'avant-garde sont vitalement solidaires. À ce combat classe contre classe, n'opposons pas le rassemblement autour du mouvement ouvrier de lutte pour associer la paix et l'indépendance nationale. Quand De Gaulle expulsait les bases américaines de notre sol avec le soutien du PCF d'alors, cet acte de souveraineté était bénéfique pour la paix du monde. Au contraire, depuis que Sarkozy a liquidé tout vestige de politique étrangère et militaire non alignée de la France, on avait encore vu se manifester en 2003 à propos de l'Irak, non seulement la France est méprisée à l'international, mais d'importantes forces de résistance à la guerre mondiale ont disparu. Il ne s'agit pas pour autant de rejouer les années 60, car la structure du capitalisme actuel est telle que quasiment toute l'oligarchie dite française est aujourd'hui arrimée à la construction euro-atlantiste fauteuse de guerre et de régression en tout domaine. Raison de plus pour que le monde du travail revivifie du même geste la cause de la paix, de l'indépendance et du socialisme, tant il est vrai que le juste slogan de Liebknecht,
que nous citions plus haut n'a jamais été l'ennemi principal est ton propre pays, mais bien l'ennemi principal est dans ton propre pays. Et en effet, comme l'écrivait Georges Politzer, la nation en dernière analyse c'est le peuple, un peuple dont le cœur palpitant reste la classe laborieuse. Chers amis et camarades, nous ne serons peut-être pas tous d'accord sur les causes de la guerre actuelle, et sur ce point le débat doit se poursuivre. Mais tous nous savons que l'ennemi principal de la paix mondiale, du monde du travail, de l'indépendance nationale, est ce parti atlantiste hexagonal, européen et transatlantique, dans lequel nous incluons le RN, Giorgia Meloni et l'extrême droite suédoise. Alors que 70% des Français refusent la retraite à 65 ans, et que le même pourcentage de sondés veut en finir avec les livraisons d'armes à Kiev, nous devons tout faire pour reconstruire le mouvement pour la paix qu'a dévoyé ce New PS travesti en NUPES, qui vient solidairement de cautionner à une rare exception près la résolution parlementaire belliciste du 30 novembre dernier. Alors diffusons ensemble le juste slogan « L'argent pour les salaires, pas pour la guerre », car les travailleurs en lutte, les communistes fidèles au décret pour la paix de 17, les syndicalistes de lutte portent désormais sur leurs épaules l'avenir de la paix, de la France, en un mot de la raison et de la vie. Merci beaucoup. Bravo.